Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Cette semaine, je voudrais vous proposer quelques livres qui s'inscrivent tout d'abord dans le devoir de mémoire auquel je tiens tout particulièrement, et ceux qui me suivent depuis bientôt 25 ans savent à combien je suis attachée à ce travail de mémoire, de devoir de mémoire. Et nous allons tout de suite commencer avec Les 948 jours du ghetto de Varsovie de Bruno Alloy, aux éditions Liana Levy. Bruno Alloy est médecin et s'intéresse beaucoup à cette période particulièrement troublée que fut la déportation avec la conséquence immédiate qu'est la Shoah. Ce livre retrace la légendaire histoire du ghetto de Varsovie, où tout commença le 12 octobre 1940, jour de Kippour, lorsque les autorités nazies donnent l'ordre de transférer dans un périmètre clôturé tous les juifs de la ville. Elle se terminera très exactement 948 jours plus tard, avec l'extermination des derniers résistants et le dynamitage de la grande synagogue Tlomaki. C'est la fin de la plus importante communauté juive d'Europe, la seule qui ait opposé une résistance armée à l'extermination. En s'appuyant sur les nombreux témoignages écrits pendant et après la période concernée, l'auteur relate le quotidien de plus de 380 000 personnes, la multiplication des mesures anti-juives, les stratagèmes pour manger, travailler, prier malgré l'enfer, le courage nécessaire pour résister à la machine de mort mise en place par le Troisième Reich. Ce livre de synthèse, précis et édifiant, est indispensable à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre cet événement majeur du XXe siècle. Il est difficile de parler d'autre chose et nous allons tout de suite écouter Jean Ferrat, Nuits et brouillards. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nous aimèrent tremblants en ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
Vous étiez indécents, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez indécents. L'amour après de Marceline Loridan-Evans avec Judith Pérignon aux éditions Grasset. Mon corps de femme s'est dessiné en même temps qu'il était condamné à Auschwitz. Que faire de lui ensuite puisque j'avais survécu? Serait-il capable de désir, de plaisir, d'aimer tout simplement? Un passage. Le téléphone sonne. C'est Charlotte qui m'appelle d'Israël. Nous étions dans la même classe à Montélimar. Elle a été arrêtée après moi, mais je ne l'ai pas croisée à Birkenau. « Qu'est-ce que tu fais en ce moment » demande-t-elle. « Je travaille sur l'amour. » Un silence alors, comme si le mot amour s'égarait, se cognait dans sa tête. Elle ne sait qu'en faire. « L'amour au camp ou quoi ?»« Après les camps. »« Ah, c'est mieux. »« L'amour au camp, je n'en ai pas vu beaucoup. » Toujours chez Grasset, La passeuse de Michael Prazan. Toutes les familles ont leurs secrets. 1942, quai de la gare des Aubrais. Bernard Prazan, 7 ans, serre fort, très fort la main de Thérèse Léopold, qu'il doit appeler Tata, mais qu'il connaît à peine. Quelques heures plus tôt, sa véritable tante les a confiés, lui et sa sœur, à cette inconnue pour qu'elle les fasse passer en zone libre. Mais au moment de quitter la gare, l'enfant comprend au regard de la passeuse qu'elle va les livrer aux Allemands. Pourtant, elle se ravise et les sauve. Dénoncée à son tour pour ce geste héroïque, elle sera elle-même déportée à Auschwitz-Birkenau, Mauthausen puis Ravensbrück. Elle en reviendra. De son vivant, Bernard a toujours affirmé à ses enfants qu'elle travaillait pour la Gestapo. Mais qui était-elle vraiment? Une collabo repentie ou une juste ignorée? Pour connaître la vérité, l'auteur, Michael Prazan, s'est lancé dans la grande enquête de sa vie, celle de ses origines. Il mêle l'histoire de son père, enfant caché et homme taiseux, et celle de la passeuse qu'il a retrouvée et interrogée. Il livre ainsi le récit bouleversant d'une famille persécutée et d'un sauvetage énigmatique. Car l'histoire n'est pas peuplée que de héros, de salauds. On le voudrait parfois. Les choses seraient tellement plus simples. Le Juif qui savait d'Abba Kovner, Villeneuve, Jérusalem, la figure légendaire, 1918-1987, paru au bord de l'eau. Alors, qui était Abba Kovner? Cette passionnante biographie retrace pour la première fois la vie tumultueuse et hautement romanesque d'Abba Kovner, en s'appuyant sur de nombreuses sources inédites. Abba Kovner, juif, combattant, poète, sioniste de gauche, il a 23 ans quand il se retrouve enfermé dans le ghetto de Vilnius. Après avoir tenté d'y organiser l'insurrection, ce leader né s'enfuit par les égouts avec ses camarades pour gagner la forêt, où il devient une légende par ses exploits au combat, à la tête d'une unité d'1 millier de garçons et filles à peine sortis de l'adolescence. Surtout, Abba Kovner est le tout premier juif d'Europe à avoir compris, dès 1941, la véritable étendue du plan d'extermination nazi, le premier aussi à avoir publiquement appelé les siens à prendre les armes au mépris de la vie générale. Dans le chaos de l'après-guerre, ce jeune héros charismatique venu du Grand Est s'attarde en Europe pour œuvrer à l'émigration clandestine des survivants, pour mettre également au point une vengeance implacable, empoisonner les réserves d'eau potable de plusieurs villes allemandes et liquider les nazis incarcérés à Nuremberg. Après maintes péripéties, on le retrouve en Israël,
où il devient l'âme de son kibboutz. En 1947, il contribue à fonder la fameuse brigade d'élite Givati, au sein de laquelle il participe à la guerre d'indépendance. Couronné par d'innombrables prix littéraires, comptant des disciples dans le monde entier, il crée plusieurs musées, dont celui de la diaspora à Tel Aviv, et s'impose comme une personnalité centrale du Parti des travailleurs, le MAPAM. Le magnifique portrait d'un homme debout, par Dina Porat et Alexandra Léniel-Lavastine, au Centre national du livre, édition Le Bord de l'eau. Nous allons maintenant essayer de vous aider à vous débarrasser de ces peurs, de ces phobies, de ces angoisses avec Rodolphe Oppenheimer. Peur, angoisse, phobie, ici la sortie de Rodolphe Oppenheimer aux éditions Marie B. Rodolphe Oppenheimer, qui est un psychanalyste français qui conduit des thérapies analytiques, qui s'intéresse de près aux thérapies comportementales et cognitives, en utilisant parfois la réalité virtuelle comme support afin d'aider les patients. Comment faire? En les immergeant petit à petit dans leurs peurs et leurs phobies, et en les aidant ainsi à se débarrasser de ces peurs, de ces phobies, et à avancer dans quoi? Dans leur quête de mieux-être. Dans un tout autre registre, Raphaël Jérusalemi nous revient avec La Rose de Saragosse aux éditions Actes Sud. Dois-je vous présenter Raphaël Jérusalemi? Après un parcours particulièrement riche, aujourd'hui, Raphaël Jérusalemi est marchand de livres anciens à Tel Aviv. Il allie le souffle de la confrérie des chasseurs de livres et l'acuité de Sauvé Mozart, deux livres du même auteur. Et avec ce nouveau roman, il exalte la puissance d'évocation et l'économie de moyens d'un langage unique, un art de l'esquisse, la gravure. La Rose de Saragosse est un roman vif et dense où le mystère, la séduction, l'aventure exaltent la conquête de la liberté. Ce livre s'ouvre sur un crime et se clôt sur une envolée. C'est un roman d'élan rapide et de gestes vifs, une histoire en mouvement qui raconte la naissance d'une rébellion au cœur de l'Inquisition espagnole, et au cœur de cette rébellion, une rivalité artistique qui ne dit pas son nom, l'élaboration d'un langage, une danse de séduction codée, le timide frôlement de deux solitudes sauvages, et comme toujours avec Jérusalemi, la conquête de la liberté. Saragosse, 1485. Tandis que Torquemada tente d'asseoir sa terreur, un homme aux manières frustes pénètre le milieu des conversos qui bruissent l'urgence de fuir. Plus encore que l'argent qui lui brûle les doigts, cette brute aux ongles sales et aux appétits de brigand aime les images et les visages. Comment s'appelle-t-il? Angel de la Cruz. Il marche vite, ses trajectoires sont faites d'embardées brutales. Où qu'il aille, un effrayant chien errant le suit. Il est un familier, un indique à la solde du plus offrant, une sorte d'espion, de balance professionnelle, mais un artiste aussi. La toute jeune Léa est la fille du noble menacé de Montesa, riche seigneur converti, orpheline de mère, élevée dans l'amour du beau, des livres et de l'art. Elle est le raffinement et l'espièglerie, l'esprit d'indépendance. Dans la nuit que l'Inquisition fait tomber sur l'Espagne, Raphaël Jérusalemi déploie le ténébreux ballet qui s'improvise et se joue entre ces deux-là, dans un décor à double fond, au cœur d'une humanité en émoi, où chacun joue sa peau, où chacun porte un secret. La Rose de Saragosse, de Raphaël Jérusalemi, Actes Sud. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.